C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, une liberté qui recule dans le monde d'après Reporters sans frontières. Et parmi les principales entraves au travail des journalistes, on retrouve bien sûr le facteur sécuritaire. C'est le cas par exemple dans la bande de Gaza ou encore en Ukraine, des territoires en guerre dont on parle ce soir avec nos deux invités. Laurent Richard, bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation, fondateur de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui se donne pour mission de poursuivre les enquêtes d'autres reporters ou journalistes réduits au silence. Et puis nous avons le plaisir d'être avec Sepideh Farsi. Bienvenue. Bonsoir à vous. Vous êtes la réalisatrice du film Mets ton cœur sur la main et marche, film qui sera présenté au Festival de Cannes. L'héroïne de ce film, c'est la photojournaliste palestinienne Fatima Assouna, dont on a malheureusement appris la mort le 16 avril dernier dans un bombardement israélien dans la bande de Gaza. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de ce film. Where are you now? I'm in North Gaza. This is my neighborhood. No one lived here or there or there. There's no one. When the war started on October 7th, I was traveling around the world, presenting my last film that talks about a war I've personally experienced as a teenager in Iran. I decided to go to Cairo in order to cross through Rafah, but I couldn't because all the roads to Gaza were blocked. Instead, I started filming Palestinian refugees who were just arriving from Gaza. Through one of them, I came to know Fatem. I'm a photographer. Yes, I saw your photos. Meeting her was like a mirror held in front of me that made me realize how much both our lives are conditioned by walls and wars. You have many options to die here in South Gaza. You can die by bombing or fear, starvation. Each of our conversations could be the last one, as Israeli bombs fall everywhere in Gaza all the time. I was so much. Yeah, me too. So every time we connect, and I can see her face, it feels like a miracle. Voilà, Sepideh Farsi, votre film sera diffusé, je le disais, au Festival de Cannes. On imagine que vous avez été absolument bouleversé par la mort de Fatima Assouna. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle ? L'incrédulité, j'ai toujours encore, quand je vous parle, alors je vous parle, je ne peux pas accepter, j'ai du mal à y croire, je travaille encore sur les images. Pour moi, elle est encore là, loin, mais elle est là. On s'était parlé la veille en vidéo, je lui avais appris la nouvelle de la sélection, elle était rayonnante, elle était tellement heureuse, elle voulait venir, on s'est promis de se voir et de présenter le film ensemble. Je sais pas, j'ai pas de mots. Vous pensez que son décès, sa mort dans un bombardement israélien peut donner une portée différente, un impact peut-être plus fort à ce film lorsqu'il sera présenté à Cannes ? J'en suis certaine, oui, parce que quand on la voit, elle était solaire, on le voit, ce sourire, ce visage, cette énergie et cette force de conviction pour documenter la guerre et la vie à Gaza sous l'occupation et sous les bombardements. Et elle y croyait encore. Elle disait, après le festival, je vais retourner à Gaza, il faut que je continue ce que je fais. Il n'y a que ça. Le film va porter sa voix. Je vais tout faire pour et faire voyager ses photos. Et il y a énormément de gens qui nous écrivent, qui ont envie de voir le film. Et j'espère vraiment que ça va changer la donne. Laurent Richard, vous avez, avec Forbidden Stories, enquêté justement sur les conditions dans lesquelles les journalistes exercent leur métier à Gaza. Le sort de Fatima Assouna est en réalité très loin d'être isolé. Oui, il est très loin d'être isolé. Fatima l'explique dans l'extrait. Là, il y a plusieurs options pour mourir. Cette phrase, elle est terrible. Et effectivement, quand on a mené le projet Gaza avec un grand nombre de partenaires internationaux pour déterminer dans quelles conditions exactes sont morts ces 200 journalistes, est-ce qu'ils avaient été ciblés auparavant? Certains venaient juste de terminer leur plateau en direct. Certains étaient poursuivis par des drones. La plupart portaient leur gilet pare-balles marqué presse.
Et c'est un gilet pare-balles qu'on porte en général pour être protégé, pour être vu, pour être visible, pour dire ne me tirez pas dessus, je ne suis pas un combattant, je suis là pour documenter la guerre. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à environ 200 journalistes tués depuis le 7 octobre. Et un blackout total, une impossibilité pour les autres journalistes de rejoindre la bande de Gaza et une déshumanisation de ce qui s'y passe là-bas, faute justement de... Il y a encore des journalistes à Gaza qui prennent beaucoup de risques, mais qui sont des survivants parmi les survivants. Mais on a besoin de documenter la guerre dans son quotidien si on veut que les crimes de guerre évitent de se multiplier en toute impunité. Laurent Richard nous parle de blackout médiatique. C'est vrai qu'il faut préciser que vous, Sepideh Farsi, vous ne vous êtes pas rendu dans la bande de Gaza. Fatima a été en fait vos yeux finalement. Comment est-ce que s'est passée la rencontre virtuelle avec Fatima? Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec elle et comment est né ce projet de documentaire? En fait, le projet est né d'une nécessité pour moi d'en savoir plus. Ça devenait insupportable en fait de voir ces images de civils, victimes civiles, sans en avoir la voix. C'est-à-dire que ce qui manquait pour moi, surtout, dans le compte-rendu médiatique et le narratif dominant, c'était la voix palestinienne de l'intérieur de Gaza. C'est-à-dire que c'était que des chiffres, des statistiques, tant de morts, tant de à tel endroit. Et à un moment, ça m'est devenu insupportable. Et je suis partie donc, comme je le dis au début du film, j'ai acheté un billet d'avion, littéralement. J'ai pris mes outils de travail. Je suis partie là-bas pour essayer de traverser donc par le poste de Rafah pour aller à Gaza. Sauf que c'était évidemment pas possible, j'étais trop naïve, mais je voulais quand même tenter le coup. Là-bas, j'ai donc suivi des réfugiés palestiniens qui arrivaient. Il y a l'un d'eux, qui était un ami et voisin de Fatem, qui m'a dit « Il faut absolument que tu rencontres cette fille, elle est formidable. » Et il nous a mis en contact et ça a démarré comme ça. Et effectivement, elle est devenue mes yeux à Gaza. Et Fatima a tout de suite été séduite par le projet. Elle n'a pas eu peur? Je crois pas. En fait, elle était tellement partante pour faire ce qu'elle faisait et le transmettre au monde, parce qu'elle le dit tout au long de nos conversations. Elle disait, il faut que je fasse ça, il faut que les gens voient ce qui se passe ici, que mes enfants... Bon, elle n'a pas pu avoir d'enfants, elle allait se marier, mais je veux dire... C'était une façon de dire qu'elle voulait transmettre, en tout cas, ce qu'elle voyait. Ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est littéralement notre première conversation vidéo, c'est cette photo. Et dès le départ, je lui ai dit, je filme tout. Elle me dit, OK. Je dis, tu es prête à être mes yeux, à m'envoyer des images, à me raconter ton quotidien? Oui, oui à tout. Et on imagine que le Festival de Cannes va être de fait un moment très fort. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour vous, parce que ça va être un moment où vous allez effectivement, d'une certaine manière, lui rendre hommage et porter sa voix, cette voix qu'elle ne peut plus aujourd'hui porter. Oui, je pense, et pour beaucoup de gens aussi, je pense qu'il nous manque un espace de parole. Il y a eu une sorte de chape de plomb qui a... En plus du blackout médiatique, je pense que cet espace de parole pour échanger sur ces violences et sur ces frustrations pour des gens comme nous, qui sommes des civils, voilà, mais avons besoin de parler de ça, a manqué. Et moi, je reçois des messages des États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en disant « On vient pour voir le film ». Des États-Unis, de Californie, je sais pas, d'autres villes aussi. Quand est-ce qu'il passe? Est-ce qu'on peut avoir des billets? Je dis oui, enfin, on va, et après il va sortir, mais ça veut dire qu'il y a un réel besoin, en fait, de cette voix qui nous manquait. Et qu'il y a effectivement une résonance planétaire. Alors, et sa mort, évidemment, renforce ça. Tout à fait. Et je voudrais qu'on parle d'une autre femme journaliste, elle aussi, ukrainienne, morte dans l'exercice de son métier. Elle s'appelle Victoria Roshchina. Laurent Richard, vous lui consacrez votre dernière enquête de Forbidden Stories. D'abord, racontez-nous qui était-elle? Victoria, c'était une jeune journaliste, elle avait 27 ans, une jeune journaliste ukrainienne, et qui n'avait peur de rien, et qui était la seule journaliste ukrainienne à oser aller enquêter dans les territoires occupés par les Russes. Elle avait déjà d'ailleurs été arrêtée par le FSB, capturée pendant 10 jours, il avait forcé à faire une vidéo de fausse confession, et ça ne l'avait pas empêché d'avoir envie d'y retourner. Elle voulait absolument y retourner parce qu'elle voulait enquêter sur ce qui arrivait à des milliers et des milliers de civils ukrainiens qui sont captés, qui sont capturés, qui sont enlevés en zone occupée et qui sont ensuite déportés vers des prisons en Russie.
Et c'est tristement ironique parce que finalement, elle aussi a été arrêtée justement dans ces territoires occupés russes. Vous avez enquêté aussi sur les conditions de sa disparition. Quelle révélation vous avez réussi à obtenir, à mettre en lumière? En fait, d'abord, on avait 2 objectifs avec les 45 journalistes avec lesquels on a travaillé, avec le Washington Post, avec le Guardian, avec Le Monde. C'était d'abord de comprendre, en fait, c'était de retracer le fil de sa vie et de croiser des interviews de personnes qui avaient été faites prisonniers et qui avaient partagé le même couloir ou la même cellule que Victoria et qui ont pu nous dire elle est apparue là, elle est réapparue là, voici dans quel état elle était. Et aussi de décrire de manière plus générale comment de manière systémique la torture est pratiquée dans certaines prisons russes. Et sur les 186 centres de détention où on sait qu'il y a des civils ukrainiens, on a compté que pour 29 d'entre eux, la pratique de la torture était systématique. Des électrochocs, de la pratique de la torture en présence de chiens, des expositions à des températures très basses, des coups portés avec des battes de fer sur les mains et les pommes posées à plat contre les murs. Donc on a essayé de documenter sur la base de ces témoignages-là. Et ensuite, on a reconstitué en 3 dimensions. On a modélisé les différents récits pour voir en fait Taganrog et pour voir à quoi ressemblent de l'intérieur ces cellules où la torture est pratiquée contre des civils qui ne sont pas des prisonniers de guerre, qui n'ont aucun contact à l'extérieur, qui n'ont aucun avocat, aucune charge retenue contre eux. On les appelle les incommunicados et ils servent juste de monnaie d'échange si jamais ils parviennent à sortir en vie de ces prisons-là. Et Victoria Roshina elle-même a subi de la torture puisque son corps a été renvoyé à ses proches. 4 mois, je crois, après l'annonce de son décès, son corps a été rapatrié en février 2025 et vous avez il a été constaté que des organes manquaient sur son corps. Oui, il y a encore plein de mystères. C'est-à-dire que normalement, elle devait être libérée, Victoria. Et en août 2024, son père a reçu un coup de fil et c'était sa fille à l'autre bout du fil qui lui a dit « Papa, je vais rentrer ». Et quelques semaines plus tard, elle n'est pas rentrée et il a reçu un courrier officiel de la Russie lui annonçant la mort de sa fille. Et puis des mois plus tard, donc récemment, son corps a été rendu à l'Ukraine et les médecins légistes ont pratiqué une autopsie, se sont rendus compte que déjà une première autopsie avait été pratiquée en Russie et que des organes manquaient, dont les globes oculaires, dont le larynx. Et l'absence d'un larynx est sans doute le signe d'une mort par étranglement que les Russes voudraient cacher. Donc ça confirme des faits de torture qui sont pratiqués et qui confirment les témoignages que l'on a obtenus par ailleurs. Sepideh Farsi, je voudrais vous faire réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. C'est quand même un témoignage fort et qui montre la violence que peuvent subir certains journalistes dans l'exercice de leur métier. Selon vous, comment est-ce qu'on peut continuer à lutter contre ce recul de la liberté des journalistes, de la liberté d'informer, tout simplement, sur des terrains de guerre? Lorsque des régimes qui s'appellent démocratiques ou qui s'appellent, enfin, quelle que soit l'appellation pratique, mettent en pratique ce genre de méthode, c'est pour cacher des crimes. Comment dire, que ce soit en Iran, en Russie, en Israël ou dans d'autres pays, c'est toujours pour effacer ou cacher, dissimuler des crimes. Je pense que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est vraiment qu'en tant que citoyens et les gouvernements qui se disent démocratiques et qui sont pour la liberté de l'expression exigent la sécurité de l'exercice de ce métier. Alors évidemment, en zone de guerre, c'est beaucoup plus compliqué à maintenir, bien entendu, mais je pense que nous sommes en Europe. L'Europe peut exiger des mesures préventives pour la protection des journalistes, et c'est essentiel. Et ça me permet de rebondir. Dernière question pour vous, Laurent Richard. Vous avez justement, il nous reste malheureusement que quelques secondes, lancé le Safebox Network. C'est pour dissuader les crimes commis contre les journalistes avant qu'ils ne se produisent. En quelques mots, comment est-ce que ça fonctionne? En quelques mots, il y a 200 journalistes qui sont extrêmement menacés, qui tous les jours en fait, mettent à l'abri et nous partagent leurs investigations en cours et surtout font savoir publiquement, si jamais vous me tuez, si jamais vous m'arrêtez, mon investigation sera poursuivie par Forbidden Stories. Et c'est finalement ce que redoutent le plus les tueurs. C'est pas tant les statements, même s'ils sont importants, même si le travail de plaidoyer est important, mais c'est de voir leurs propres méfaits exposés, qu'il s'agisse de crimes environnementaux, de violation des droits humains, de corruption, de blanchiment ou de tout autre sujet qu'ils commettent. Merci beaucoup, Laurent Richard, et merci à vous. Sepideh Farsi, merci d'être venus témoigner tous les deux sur ce plateau.